Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Mario Henao, l'homme en qui Pablo Escobar avait le plus confiance. Un homme qui a eu l'audace de voler 6 millions de dollars, croyant pouvoir duper le narcotrafiquant le plus rusé que la Colombie ait jamais connu. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Abonne-toi à la chaîne et dis-nous dans les commentaires de quelle partie du monde tu écoutes cette histoire. La réunion de confiance. La pluie frappait violemment les vitres de l'imposante hacienda Los Rosales, tandis que Pablo Escobar observait, depuis son bureau, le paysage verdoyant et détrempé des montagnes entourant Medellín. Nous étions en novembre 1987 et la brise fraîche qui entrait par une fenêtre entr'ouverte portait avec elle l'odeur de la terre mouillée et des fleurs soigneusement entretenues qui ornaient les jardins de la propriété. Pablo portait une tenue à la fois décontractée et élégante, un pantalon en lin beige, une chemise blanche en coton et des mocassins en cuir italien. À 38 ans, il était au sommet de sa puissance, à la tête d'un empire s'étendant des profondeurs de la jungle colombienne jusqu'aux avenues de Miami et de New York. Pourtant, cet après-midi-là, son esprit n'était pas tourné vers les routes de trafic ni vers les conflits territoriaux. Il était préoccupé par quelque chose de bien plus délicat, des chiffres qui ne concordaient pas dans ses rapports mensuels. L'Hacienda Los Rosales était l'un de ses lieux préférés, une vaste propriété de 60 hectares située dans les environs d'Envigado, conçue pour accueillir des réunions stratégiques et discrètes avec les membres clés de son organisation. La maison principale, d'architecture coloniale espagnole, était entourée de jardins luxuriants où des pans se promenaient librement entre des fontaines de marbre et des sculptures importées d'Italie. Don Pablo, la voix d'Alvaro Herrera, le tira de sa concentration. « Tout le monde est déjà réuni. Ils vous attendent dans le salon principal. » Pablo acquiesça d'un léger signe de tête, sans détourner les yeux des documents posés sur son bureau en acajou. Il s'agissait de rapports financiers méticuleusement élaborés, contenant des enregistrements précis des entrées et sorties de chacune de ses opérations du mois précédent. Chaque envoi, chaque laboratoire, chaque point de distribution y était consigné avec une exactitude presque chirurgicale. Et pourtant, certaines incohérences ne pouvaient être ignorées. « Ils sont tous là ?» demanda Pablo tout en rangeant les documents dans une pochette en cuir noir. « Oui, patron. Don Gustavo est arrivé il y a une trentaine de minutes. Gonzalo est en train d'analyser quelques cartes sur la table. Les frères Ochoa sont venus ensemble. Et Don Mario. Don Mario a été le premier arrivé, comme toujours. » Un léger sourire se dessina sur le visage de Pablo en entendant ce dernier nom. Mario Henao était son principal allié depuis 5 ans. Un homme de 42 ans, à la loyauté indiscutable, doté d'un talent administratif qui avait été essentiel à l'expansion du cartel. Il était connu pour sa ponctualité obsessionnelle et son souci presque maladif des détails financiers. « Parfait. Dis-leur que je serai là dans 5 minutes. » Pablo s'approcha du miroir accroché à l'un des murs du bureau et ajusta le col de sa chemise. La réunion de cet après-midi était cruciale. Chaque mois, ses associés principaux se retrouvaient pour faire le point sur les opérations, discuter des stratégies, surtout rendre des comptes sur l'argent. C'était un rituel immuable qui permettait à l'organisation de tourner comme une machine parfaitement huilée. Le salon principal de Los Rosales était imposant, à l'image du goût de Pablo pour le luxe et l'autorité. Des plafonds aux poutres de bois sculpté, un sol en marbre libertin et des murs ornés d'œuvres de célèbres artistes colombiens créaient une atmosphère mêlant majesté et chaleur. Au centre, une grande table de conférence en acajou massif, entourée de fauteuils en cuir italien valant à eux seuls plus que le salaire annuel de la plupart des Colombiens. Si cette histoire t'a déjà tenu en haleine, imagine ce qui t'attend encore. Abonne-toi à la chaîne et ne rate surtout pas la suite. Lorsque Pablo entra dans la pièce, les conversations cessèrent instantanément. 5 hommes se levèrent presque en même temps, en signe de respect pour le chef qui les avait menés au sommet du pouvoir. « Bonjour, messieurs » salua Pablo en s'asseyant à la tête de la table. « J'espère que vous avez tous fait bon voyage. » À sa droite se trouvait Gustavo Gaviria, son cousin et bras droit, un homme mince de 34 ans, au visage orné d'une fine moustache joyeusement taillée et d'un regard perçant, typique de ceux qui avaient grandi dans le monde du trafic. À sa gauche, Mario Henao, impeccable dans un costume gris foncé et une cravate bleu marine, tenait une chemise remplie de documents qu'il examinait attentivement en attendant. En face de Gustavo était assis Gonzalo Rodriguez Gacha, surnommé El Mexicano, un homme assis d'une quarantaine d'années, aux mains larges et à la présence naturellement imposante. Il avait hérité de ce surnom en raison de son admiration pour la culture mexicaine et de son talent à nouer des liens solides avec les cartels du pays voisin. Les frères Ochoa, Jorge Luis et Juan David, complétaient le groupe. Ils venaient d'une famille d'éleveurs extrêmement riches et étaient entrés dans le trafic de drogue avec une approche entrepreneuriale qui s'accordait parfaitement avec l'audace de Pablo. Avant de passer aux rapports individuels,
commença Pablo en ouvrant sa chemise. Je veux d'abord examiner les chiffres globaux du mois dernier. Selon mes calculs, nous aurions dû générer un chiffre d'affaires brut avoisinant les 120 millions de dollars. Mario Henao ouvrit rapidement sa mallette et en sortit une feuille contenant des calculs détaillés. C'est exact, don Pablo. Nous avons collecté exactement 119 800 000 dollars. Cela représente une augmentation de 12% par rapport au mois précédent. Pablo acquiesça, bien que son expression demeure impassible. Et les dépenses opérationnelles? Elles s'élèvent à 43 200 000, répondit Mario sans la moindre hésitation. Elles incluent les salaires, le transport, les matières premières, les paiements pour la protection et les frais de sécurité. Cela nous laisse donc un bénéfice net de 76 600 000, ajouta-t-il avec un sourire fier. Les autres échangèrent des regards satisfaits. Les chiffres étaient solides et témoignaient d'une organisation en pleine croissance, avec une santé financière remarquable. Très bien, dit Pablo. Passons maintenant à l'analyse détaillée de chaque opération. Au cours de l'heure suivante, chacun des participants présenta un rapport minutieux sur sa zone de responsabilité. Gustavo parla des itinéraires reliant les laboratoires au port. Gonzalo fit état des opérations au Mexique et des liens avec les distributeurs aux États-Unis. Les frères Ochoa, quant à eux, rendirent compte des finances et des investissements légaux utilisés pour blanchir l'argent. Pablo écoutait attentivement, prenant des notes précises et posant des questions ciblées qui révélaient sa profonde connaissance du métier. Cependant, son attention se fit plus intense lorsque ce fut le tour de Mario Henao. Don Pablo, commença Mario, avec le ton professionnel qu'il avait perfectionné au fil des années. Les laboratoires du Sud ont produit 100 kilos de cocaïne pure ce mois-ci. Le coût de production s'est élevé à 8 millions et le prix de vente moyen en gros a été de 1 000 dollars par kilo. Pablo fit le calcul mentalement, instantanément. Cela nous donne un revenu de 18 millions rien qu'avec cette opération. Exactement. Un bénéfice net de 10 millions après déduction des coûts, confirma Mario. Pablo continua à prendre des notes, mais quelque chose dans les chiffres le perturbait. Sa mémoire pour les données était exceptionnelle et il commençait à percevoir un schéma étrange. De petits détails ne collaient pas tout à fait. Mario, peux-tu me détailler les dépenses opérationnelles des laboratoires du Sud? Mario consulta ses documents avant de répondre. Réactifs chimiques, 2 400 000. Salaire, 800 000. Transport, 900 000. Sécurité, 600 000. Divers, 500 000. Pablo nota chaque chiffre avec soin, mais son expression se fit légèrement plus grave. Les paiements aux autorités locales sont-ils inclus? Sim, don Pablo. Quanto exactamente? Mario hésitou por un instantant de responder. 50 000 mensuais. Paramonte aos policiers e soldado da região satisfeito. Les paiements aux autorités locales sont-ils inclus dans les frais de sécurité? Pablo acquiesça, bem incluiu mentalmente no T7 Station. Em 5 anéis de colaboração, Mario N. vai jamais marcar mim de pausa em apresentam de chifres. 3 bem. Gustavo, parle-nos des routes de transporte. La reunião se possui vite in core pendão uniore. Chaque membro aportam des données détaillées sur sa zone de responsabilité. Mas Pablo vai desde começar a detectar de petites irregularités dans les rapports de Mario. Des incoerências subtiles que, prises isoladamente, semblaient insignifiantes. Mais mise bout à bout, elle commençait à révéler un schéma inquiétant. Lorsque la réunion formelle prit fin, les participants se dispersèrent dans les différentes zones de l'hacienda. Certains se dirigeaient vers la piscine pour se détendre, d'autres vers la salle de billard, tandis que quelques-uns choisirent de se promener dans les jardins, maintenant que la pluie commençait à faiblir. Pablo, quant à lui, resta dans le salon principal, relisant ses notes et réfléchissant à tout ce qu'il avait entendu. Mario s'approcha en rangeant soigneusement ses propres documents. « Don Pablo, souhaitez-vous que je clarifie certains points des rapports? J'ai tous les justificatifs dans mon bureau. » Pablo leva les yeux et observa attentivement le visage de Mario. C'était un homme séduisant, d'une éducation raffinée, toujours impeccablement vêtu, et qui avait gagné le respect de toute l'organisation grâce à des années de travail constant. Pour Pablo, il était comme un petit frère, quelqu'un en qui il avait une confiance absolue, tant pour les questions logistiques que pour des affaires plus personnelles. « Pas pour l'instant, Mario, » répondit Pablo, « mais je veux que demain, tu m'apportes les documents originaux liés aux dépenses des laboratoires du Sud. En particulier, les factures des produits chimiques et les justificatifs des paiements de protection. » Mario acquiesça sans montrer le moindre signe d'inquiétude. « Bien sûr,
Dom Pablo, ils seront sur votre bureau de bonne heure. Parfait. Tu restes dîner? J'adorerais, mais ce soir j'ai un rendez-vous avec les fournisseurs de Barranquilla. Vous savez comment ils sont. Si l'on arrive en retard, ils pensent qu'on ne les prend pas au sérieux. Pablo sourit. Je comprends. Vas-y tranquille. Mais demain, sans faute, je veux voir ce document. Mário prit congé e quitta la piste. Pablo resta assis ao mesmo indroite, regardam para la fenêtre tandis que les dernières gotes de pluie dessinaient des formes capricieuses sur la vitre. Une sensation d'inconfort s'installa dans son estomac. Cette intuition aiguisée cuio vai da prisa ecoterapia tant deonés dans o monde ou les traís o zeta e monaico orante. Les chiffres presentes par Mário étaient, tecnicamente, plausíveis. Mas quelque chose dans la manière dont il les avait exposés n'y correspondait pas à la rigueur milimétrique que elle avait toujours caractérisé. De léger Zekartsky, uniformizações, pouvaient représenter une différence de plusieurs millions. Pablo referma la chemise contenant les rapports de se rendir dans son bureau privé. C'est isso là. Il avait l'intention de passer en revue, dans les moindres détails, tous les documents que Mário avait présentes ao cause des derniers mois. Se ces soupçons s'avèrent infondés, il était sur le point de découvrir que aquele homem que il avait le plus confiança avait détourné de sommes consideráveis. E se elas confirmaram, alors Mário não alait aprende que trair Pablo Escobar était la pire erreur qu'un homem puisse commettre. Les chiffres n'y mentem pas. A ele albe do jus suivant. Pablo Escobar était toujours éveillé dans son bureau privé. Entouré de papiers et papiers sur une table latérale que il avait transformé en centre de opérations improvisées. Les premières lueurs de ele aurore filtraient à travers les rideaux de linha. Créam um gel de ombres e de lumière que se mêlait à l'éclat des lampes de bureau, restés allumés durant 6 heures de analyses intensas. Pablo n'avait dormi que quelques heures. Son esprit, entraîné au calcul et à la logique, ne lui laissait aucun répit depuis qu'il avait détecté les premières irrégularités dans les rapports de Mário. Il avait commencé par examiner les données du mois précédent, mais comprit rapidement qu'il devait élargir la période d'analyse pour discerner clairement le schéma qui commençait à émerger. Devant lui s'étalaient 3 mois de rapports financiers, soigneusement organisés en colonnes datées. Chaque opération, chaque mouvement, chaque dépense était consignée avec cette méticulosité obsessionnelle qui avait fait de son organisation une machine implacable. Mais désormais, en analysant les données dans leur ensemble, les écarts sautaient aux yeux comme des signaux d'alarme en flammes. Dom Pablo, une voix douce interrompit sa concentration. C'était Maria, la domestique la plus ancienne et la plus digne de confiance de l'hacienda. Souhaitez-vous que je vous apporte quelque chose pour le petit déjeuner? Vous avez passé toute la nuit à travailler. Pablo leva les yeux de seus papiers, réalisant pour la première fois que la lumière do soleil avait entièrement remplacé l'éclairage artificiel. Oh oui, Maria, um café bien forte, sans sucre, et peut-être quelque chose avec du beurre. Mais avant, et s'il vous plaît, appelez Álvaro. Dites-lui que J a besoin de lui parler em urgência. Bien sûr, patron. Pablo se laissa ler contre le dossier de son fauteuil em que pressa ses tempos avec les dois, tentando de apaiser la tension que ressentait. Les chiffres analysés ao cours da noite n'y faisaient parce que confirmer ses soupçons, e os les rendaient encore plus graves. Mário não ele avait pas seulement trompé, e ele avait fait de manière constante, soigneusement planifié. Depois ao moins 3 mois, peut-être plus. Le système était d'une simplicité brilhante. Mário gonflait les dépenses opérationnelles dos laboratórios do Sul, ajoutant de petites sommes, mas de façon répétée. 2.000 ici, 300.000 lá. Toujours reparti estrategicamente entre diferentes categorias de dépenses, de sorte que algum montanha isolene e semblait suspect. 5 minutos plus tard, Álvaro apparut à la porte do bureau, le visage encore un peu marqué par le sommeil, mas les yeux déjà alertes. Bonjour, Dom Pablo. Maria M.A. dit que c'est urgent. Asseyez-vous, Álvaro. Nous avons une affaire sérieuse entre les mains. Pablo lui tendit une feuille de papier sur laquelle il avait résumé les découvertes feitas ao cours la nuit. Regarde ces chiffres. C'est sont les écarts que J a relevés entre les rapports de Mário e les données réelles que J a obtenus de outras sources. Álvaro analisa le document, e sans expression changée à mesure que il lisait. Em tant que responsável de la sécurité do cartel,
Eu compreendo perfeitamente se é que esses chifres implicam em. Dom Pablo, se ela é presente plus de 4 milhões de dólares détournes em seulement 3 mois. Exactement. Et cela ne correspond qu'aux écarts que j'ai pu confirmer la nuit dernière. Si l'on élargit la révision au mois précédent, on pourrait bien parler d'une somme bien plus importante. Alvaro leva les yeux, visiblement préoccupé. Que voulez-vous que je fasse, patron? Pablo se leva et marcha jusqu'à la fenêtre donnant sur les jardins. Dehors, les paons commençaient à se promener entre les fontaines de marbre et les jardiniers entamaient une nouvelle journée de travail. Tout semblait parfaitement en ordre, mais ils savaient que ce calme apparent était sur le point d'être brisé. D'abord, je veux que tu vérifies ces chiffres toi-même. Entre en contact avec les responsables des laboratoires du Sud. Parle aux fournisseurs de produits chimiques. Confirme les montants versés en pot de vin. Mais fais-le avec une extrême discrétion. Mario ne doit pas soupçonner une seule seconde que nous enquêtons. Compris? Oui, patron. Autre chose? Oui. J'ai besoin que tu traces les habitudes de dépenses de Mario ces derniers mois. A-t-il acheté des propriétés? Fait des investissements? Engagé des dépenses personnelles inhabituelles? S'il a détourné 4 millions, cet argent doit bien se trouver quelque part. Alvaro se leva pour partir, mais Pablo le retint avant qu'il ne franchisse la porte. Encore une chose, Alvaro. Cela reste entre nous deux. Personne d'autre ne doit être au courant avant que nous ayons des preuves concrètes. Mario a été comme un frère pour moi durant ces 5 dernières années. Si je me trompe, je vais briser une relation à laquelle je tiens profondément. Mais si j'ai raison, Pablo ne termina pas sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Alvaro comprit parfaitement. Dans l'univers de Pablo Escobar, la trahison n'avait qu'une seule conséquence, peu importe la proximité du lien. À 10 heures précises, Mario Henao arriva à l'hacienda Los Rosal avec la ponctualité qu'il avait toujours caractérisée. Il portait un costume bleu marine impeccablement repassé et tenait une mallette noire en cuir contenant les documents que Pablo lui avait demandés la veille. « Très bonjour, Don Pablo », salua-t-il avec un sourire tranquille, le genre de sourire de quelqu'un qui, en apparence, n'a rien à cacher. « J'ai apporté tout ce que vous m'avez demandé. Les factures originales, les justificatifs de virement, les reçus de paiement, tout est là. » Pablo était assis derrière son bureau, observant Mario d'un regard perçant que ce dernier interpréta comme un simple intérêt professionnel habituel. « Parfait, Mario. Assieds-toi. On va passer tout ça en revue, étape par étape. » Durant l'heure qui suivit, Mario présenta chaque document avec la même rigueur qu'à son habitude. Les factures des produits chimiques étaient classées par ordre chronologique, les justificatifs de virement portaient les tampons et signatures correspondants, et les reçus de paiements illégaux incluaient même les signatures des officiers corrompus ayant accepté l'argent. Pablo inspecta chaque papier avec une extrême minutie, posant des questions précises et prenant des notes dans son carnet. Pour un observateur extérieur, cela n'aurait semblé rien de plus qu'un banal contrôle des registres comptables de l'organisation. Mas Pablo não estava fazendo uma revisão calque. Ele procurava algo muito específico, inconsistencia entre o que Mario havia entregue os números que ele próprio havia relatado no dia anterior. Esta fatura de produto químico, diz Pablo, segurando o documento, indica o valor de 12.200.000, mas ontem você me diz que o gasto com matéria químico foi de 2.400.000. Mario folheou rapidamente sua anotação. Ah, sim, houve uma fatura adicional que chegou depois que preparei o relatório. Deve estar aqui. Remexe dentro de sua pasta. Aqui está. $200.000 por um envio urgente de acetona que precisávamos com rapidez. Pablo pegou o documento extra e o examinou cuidadosamente. À primeira vista, parecia completamente legítimo. Papel timbrado oficial, carimbo da empresa química e assinatura autorizada. No entanto, havia de tal intangível que o incomodava algo que ele ainda não conseguia identificar com clareza. ES comprovante dos pagamentos de proteção. Aqui diz $50.000, o que coincide com o que você me disse ontem. Isso mesmo, como sempre, Dom Pablo. Precisa o total no número. Pablo continuou analisando cada folha. Cada prova que Mario entregava parecia coincidir perfeitamente com os relatórios anteriores. Se não tivesse a fonte independente como a que havia cruzado os dados durante a madrugada, poderia ter concluído que sua desconfiança era infundada. Foi então que ele compreendeu a verdadeira magnitude do esquema. Mario não apenas estava inflando os valores no relatório, ele também havia criado documentação falsa para respaldá-los. A fatura adicional, os comprovantes bancários, até mesmo os recibos de suborno,
Tu dois había sido falsificado con extremo cuidado para construir una red de documentos apparemment impeccables que encubría o défalque. Mario, dit Pablo en refermant fermement la chemise de documents, j'aimerais que tu m'éclaires sur un point. Bien sûr, don Pablo. Hier, tu m'as dit que les paiements mensuels versés aux autorités locales dans la région des laboratoires du Sud s'élevaient à 250 000 $. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et ils sont inclus dans les frais de sécurité que j'ai mentionnés. Pablo ouvrit un carnet dans lequel il avait noté des informations importantes au cours de la nuit précédente. Intéressant, parce que la nuit dernière, j'ai parlé directement avec le commandant de police de cette région. Il m'a affirmé qu'il recevait 100 000 $ par mois et que les officiers sous ses ordres, ensemble, en recevaient environ 5 000. Le visage de Mario commença à se décomposer, perdant peu à peu sa couleur. J'ai aussi parlé au colonel responsable du détachement militaire. Il m'a confirmé qu'il touchait 50 000 $ chaque mois. Pablo referma calmement le carnet et fixa Mario droit dans les yeux. Cela fait un total de 225 000, pas 250 000. Où sont passés les 25 000 restants? Mario? Mario déglutit bruyamment. Don Pablo, il est possible que j'ai fait une erreur dans les calculs. Peut-être que j'ai inclus certaines dépenses mineures. Une erreur? Interrompit Pablo d'un ton glacial. En 5 ans à travailler à mes côtés, tu n'as jamais fait une erreur de 5 000 $. Pas même de 25 centimes. Le silence qui suivit fut écrasant. Mario fixait ses mains, visiblement désespéré, cherchant désespérément une explication qui puisse sembler crédible. Et cela m'amène à une autre question, poursuivit Pablo. Cette facture d'acétone d'un montant de 2 millions, peux-tu me dire le nom de l'entreprise qui, selon ce document, a effectué la vente? Mario feuilleta le papier et répondit. Produits chimiques industriels du Pacifique, don Pablo. Curieux, parce que cette entreprise a déposé le bilan il y a 6 mois. Et je le sais très bien, car j'étais l'un de leurs principaux clients. Cette fois, le silence dans la pièce était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Mario transpirait abondamment, et ses mains tremblaient tandis qu'il tentait de réorganiser les documents devant lui. Mario, dit Pablo d'une voix calme, bien plus effrayante qu'un cri, je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises la vérité. M'as-tu volé? Mario leva lentement les yeux jusqu'à croiser le regard tranchant de Pablo. À cet instant, les deux savaient qu'il n'y avait plus de place pour le mensonge. Don Pablo, je peux tout vous expliquer. Je ne veux pas d'explication. Mario, je veux une réponse claire. Oui ou non? Tu m'as volé de l'argent dans le dos? Les mots sortirent de la bouche de Mario comme un souffle de défaite. Oui. Pablo hocha lentement la tête, comme s'il attendait cette confession depuis le début. Combien? Environ 6 millions de $. Au cours des 8 derniers mois. Pablo sentit le sang lui monter à la tête, mais son visage resta impassible. Et qu'avais-tu l'intention de faire avec cet argent? Je comptais le rendre, don Pablo. J'ai fait des investissements qui ont mal tourné. J'ai perdu de l'argent qui ne m'appartenait pas et j'ai cru pouvoir le récupérer rapidement, et tout rembourser avant que vous ne vous rendiez compte de rien. Pablo se leva lentement et contourna la table pour se placer face à Mario. Tu sais ce qui me fait le plus mal dans tout ça, Mario? Mario fit non de la tête, incapable de prononcer un mot. Ce n'est pas l'argent. 6 millions de $, c'est une somme énorme, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui va me ruiner. Ce qui me fait vraiment mal, c'est que toi, qui étais mon homme de confiance, juste après Gustavo, tu aies pensé pouvoir me tromper. Que pendant 8 mois, tu t'es amusé à voir si je remarquerais quelque chose. Pablo retourna à son siège, le visage tendu mais maîtrisé. Tu as vraiment cru que j'étais assez idiot pour ne pas voir qu'on me volait juste sous mon nez? La honte sur le visage de Mario était totale. Non seulement il venait d'être démasqué comme voleur, mais aussi comme un homme qui avait gravement sous-estimé l'intelligence de celui qui avait construit l'un des empires criminels les plus complexes et redoutés de la planète. Demain, dit finalement Pablo, il y aura une réunion spéciale avec tous les leaders de l'organisation. Et toi, Mario, tu seras présent. Tu seras là pour que chacun entende, directement de ta bouche, ce que tu as fait et ce qui va t'arriver. Mario comprit immédiatement que cette réunion ne serait rien d'autre que sa sentence. Dans l'univers de Pablo Escobar, détourner l'argent du cartel était considéré comme une offense impardonnable, quels que soient les motifs ou les liens personnels. Pour l'instant, poursuivit Pablo, rentre chez toi. Embrasse ta femme, tes enfants, et réfléchis bien à ce que tu vas dire demain, parce que ce seront les mots les plus importants que tu prononceras de toute ta vie. Mario quitta le bureau d'un pas hésitant, tandis que Pablo restait assis, consumé par un mélange de trahison, de tristesse et de colère qu'il n'avait pas ressenti depuis des années.
Ce n'était pas simplement une perte financière. Il venait de perdre un frère. Le jugement public. La salle de conférence de l'Hacienda Los Rosal n'avait jamais été le théâtre d'une réunion comme celle qui s'apprêtait à commencer. Il était midi, le jour suivant, et les rayons du soleil de novembre traversaient les rideaux de soie, projetant des ombres et des éclats de lumière qui semblaient déjà annoncer la gravité de l'événement à venir. Pablo avait lancé une convocation hors du commun. En 5 ans depuis la structuration officielle de l'organisation, jamais il n'avait convoqué une réunion d'urgence de cette nature. Le message était direct et sans équivoque, présence obligatoire de tous les membres du cercle principal. Aucune explication, aucun détail. Juste une phrase. Nous avons une affaire de confiance à régler. 15 hommes étaient assis autour de la grande table en acajou, chacun représentant un pilier essentiel de l'empire de Pablo Escobar. Outre les membres habituels du noyau dur, on comptait aussi les chefs de la sécurité des différentes régions, les responsables des principaux laboratoires et les superviseurs des routes de distribution les plus sensibles. La tension était palpable. Les conversations étaient rares, à voix basse, et tous pressentaient que quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire. Jamais, en toutes ces années de réunions mensuelles, Pablo n'avait convoqué autant de personnes pour une session non programmée. Mario Henao était assis à sa place habituelle, à la gauche de Pablo, mais il était méconnaissable. Son costume, d'ordinaire impeccable, présentait des plis visibles, témoins d'une nuit sans sommeil. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il feuilletait des documents qu'il ne lisait clairement pas. « Bonjour, messieurs. Commença Pablo, sa voix tranchant le léger murmure ambiant comme une lame affûtée. Merci d'être venu avec si peu de préavis. Je sais que beaucoup d'entre vous ont dû annuler des engagements importants pour être ici. » Il se leva et commença à marcher lentement autour de la table, posant son regard sur chacun des présents. Cette réunion ne ressemble à aucune autre. Nous ne sommes pas ici pour évaluer des résultats. Nous ne sommes pas ici pour élaborer des plans d'action. Et encore moins pour partager de bonnes nouvelles. Pablo s'arrêta derrière la chaise de Gonzalo Rodriguez Gacha et posa ses 2 mains sur le dossier. Nous sommes ici parce que l'un d'entre nous a violé le principe le plus sacré de notre organisation. Ici, quelqu'un a trahi la confiance que nous avons tous placée en lui. Le silence était total. Pas un souffle, pas un frémissement. Tous savaient qu'ils étaient en train de vivre un moment qu'ils n'oublieraient jamais. Au cours des 5 dernières années, reprit Pablo reprenant sa marche, nous avons bâti quelque chose d'unique. Pas seulement une opération lucrative, mais une véritable fraternité, fondée sur la confiance, sur une loyauté sans condition et sur la certitude que trahir cette organisation, c'est nous trahir tous. Il s'arrêta devant l'une des fenêtres. Dehors, les pans se promenaient entre les fontaines, totalement indifférents au drame qui se jouait à l'intérieur de ces murs. Hier, j'ai confirmé qu'un d'entre nous détournait de l'argent. Et je ne parle pas d'erreur comptable, ni de malentendu ou de désorganisation administrative. Je parle d'un vol prémédité, régulier et exécuté avec une précision méthodique. Pablo se retourna et fixa la table d'un regard ferme. 6 millions de dollars. C'est la somme qui est sortie de nos poches, petit à petit, au cours des 8 derniers mois. 6 millions qui ont atterri dans la poche de quelqu'un qui nous avait promis sa loyauté. La table explosa en murmures. Des expressions de stupeur et d'indignation se propagèrent comme une traînée de poudre. Même pour une structure aussi vaste que celle de Pablo, une telle somme représentait une offense majeure. Mais l'argent, dit Pablo, élevant la voix pour reprendre le contrôle de l'Assemblée, ce n'est pas ce qui importe le plus. Ce qu'il y a de vraiment grave, c'est que cet homme a cru être assez malin pour nous tromper tous. Il a cru qu'il pouvait construire un réseau de mensonges, de factures falsifiées, de faux justificatifs, et que personne ne s'en rendrait compte. Il revint à sa place, mais ne s'assit pas. Il posa ses mains sur le dossier de sa chaise et planta son regard directement dans celui de Mario Henao. Il a cru que je n'aurais pas l'intelligence de vérifier les chiffres. Il a cru que vous n'auriez pas la lucidité de poser les bonnes questions. Il a cru qu'il pouvait nous manipuler comme des pions sur un échiquier, selon son bon vouloir. Mario gardait les yeux fixés sur la surface de la table. Il n'osait pas lever le regard. Il savait que tous les regards étaient braqués sur lui et qu'aucun n'était bienveillant. Mario Henao, prononça Pablo en articulant chaque syllabe avec un calme glaçant. « Lève-toi ». Le ton était si ferme qu'il résonna comme un ordre militaire. Mario se leva lentement, visiblement bouleversé. Il peinait à tenir debout. Le contraste entre l'homme sur de lui des jours précédents et la silhouette brisée qui tremblait à présent devant tous était saisissant. « Dis à tout le monde ce que tu m'as avoué hier. » Mario balaya du regard les visages de chaque homme assis autour de la table, cherchant un signe de solidarité, un regard de compassion.
quelque chose qui puisse lui offrir un peu de réconfort. Mais il ne trouva que des visages figés par la déception. Des hommes qu'il avait un jour considérés comme un frère et qui ne voyaient à présent en lui que ce qu'il était devenu. Un traître. J'ai commencé, dit Mario d'une voix tremblante. Plus fort, ordonna Pablo. Je veux que tout le monde entende bien. Mario inspira profondément et força sa voix à monter. Au cours des 8 derniers mois, j'ai pris de l'argent à l'organisation. Pris? Interrompit Pablo sur un ton sarcastique. Quelle jolie manière de le dire. Dis les choses comme elles sont. Tu as volé. J'ai volé de l'argent à l'organisation. Combien? Environ 6 millions de dollars. Un murmure parcourut la salle comme un grondement contenu. Les hommes présents ne se sentaient pas seulement offensés, ils se sentaient trahis. Des hommes qui avaient risqué leur vie, sacrifié des années loin de leur famille, fuyant les autorités. Tout cela pour soutenir une structure que Mario sapait de l'intérieur. Et explique-leur comment tu as fait. Mario, demanda Pablo. Je veux que chacun comprenne bien ton système brillant. Mario se mit à décrire son procédé d'un ton presque mécanique. Gonfler les coûts opérationnels, fabriquer de fausses factures, falsifier des justificatifs de virement. À chaque détail qu'il révélait, les visages autour de la table devenaient plus fermés, plus durs, plus froids. Gustavo Gaviria fut le premier à élever la voix. « Mario, est-ce que tu as la moindre idée de ce que représentent 6 millions de dollars pour nous? Tu sais combien de vies ont été mises en jeu pour produire cet argent ?» Jorge Luis Ochoa se leva à son tour, indigné. « Je t'ai fait confiance pour gérer mes finances. Je t'ai partagé des informations confidentielles en croyant que tu faisais partie de la famille. Combien de fois as-tu relu mes chiffres en cherchant aussi un moyen d'en profiter ?» Les voix commencèrent à s'élever de toutes parts. Chacun des présents avait une raison personnelle de se sentir blessé par Mario. Il lui avait confié des secrets, l'avait soutenu dans des décisions cruciales, avait défendu ses choix dans des discussions importantes. Pablo observait en silence tandis que Mario se recroquevillait de plus en plus sous le poids du jugement collectif. Plusieurs minutes s'écoulèrent avant qu'il ne lève la main pour demander le silence. « Il y a encore quelque chose que vous devez savoir sur Mario, » dit-il en marchant jusqu'à se placer juste devant lui. « Hier, quand je l'ai confronté, savez-vous quelle a été sa première réaction? Ce n'était pas de demander pardon. Ce n'était pas d'admettre sa faute. La première chose qu'il a faite, c'est essayer de se justifier, en disant qu'il comptait rendre l'argent. Il se tourna vers le reste du groupe, comme si tout cela n'était qu'une affaire de chiffres, comme si une excuse et un virement bancaire pouvaient tout réparer, comme s'il était possible de nous trahir pendant 8 mois et ensuite faire comme si de rien n'était. Pablo revint se placer devant Mario et le fixa droit dans les yeux. Mais ce qui m'offense le plus, ce n'est pas la trahison. Ce n'est même pas le vol. C'est le fait que tu aies cru que je ne verrais rien. Tu as vraiment pensé qu'après avoir bâti tout cet empire à partir de rien, après avoir géré des opérations valant des millions, je ne remarquerais pas qu'il y avait quelque chose qui clochait? Mario leva les yeux, les larmes coulant sur son visage. Don Pablo, je n'ai jamais voulu. Tu n'as jamais voulu quoi? Interrompit Pablo avec dureté. Jamais voulu que je découvre? Jamais voulu me trahir? Jamais voulu voler tes compagnons? Pablo se pencha jusqu'à se retrouver face à face avec lui. Ou bien, tu n'as jamais voulu que ce soit si facile? La question resta suspendue dans l'air, comme une sentence. Tous comprirent à cet instant. Mario ne regrettait pas son crime. Il regrettait seulement d'avoir été pris. Je veux que ce soit parfaitement clair pour tout le monde, déclara Pablo en se tournant vers le centre de la pièce. Mario n'a pas commis une erreur. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était un choix. Pendant 8 mois, jour après jour, il a choisi de nous voler. Chaque fois qu'il s'est assis à cette table, il a fait en sachant qu'il nous mentait. Chaque rapport qu'il a présenté était un mensonge soigneusement construit. Il s'arrêta à la tête de la table. Et pourquoi a-t-il fait cela? Ce n'était pas par nécessité. Ce n'était pas à cause d'une crise familiale, ni sous une pression extérieure. Il l'a fait parce qu'il croyait qu'il y arriverait, parce qu'il nous a tous sous-estimés. Le silence était absolu. Il pesait dans la pièce comme une pierre sur la poitrine de chacun. Mario était encore debout, mais complètement anéanti, attendant l'inévitable. Pablo l'observa de longues secondes avant de reprendre la parole. « Mario, pendant 5 ans, tu as été comme un frère pour moi. Je t'ai ouvert les portes de ma vie, je t'ai confié mes secrets, je t'ai intégré à mon cercle le plus proche. Je t'ai respecté comme un allié et je t'ai estimé comme un ami. » Il fit une longue pause, chargée de douleur. « Et toi, tu m'as remercié en me traitant comme un idiot. » Pablo se releva lentement, chaque mot plus glacial que le précédent. « C'est ça, Mario, que je ne te pardonnerai jamais. Ce n'est pas pour l'argent.
Ce n'est pas pour le crime. Ce qui est impardonnable, c'est que tu aies pensé que j'étais assez stupide pour ne pas me rendre compte que tu me volais, tout en t'asseyant en face de moi avec un sourire. Il marcha jusqu'à la fenêtre et regarda le jardin en silence pendant quelques secondes. Quand il se retourna, son visage n'exprimait plus aucune tristesse. Il ne restait que le masque froid d'un stratège implacable. « Mario Henao, dit-il d'un ton qui glaça le sang de tous les présents. Tu n'es plus ma main droite. Tu ne fais plus partie de cette organisation. Et après aujourd'hui, tu n'es plus rien pour aucun d'entre nous. » Il se dirigea vers la porte, et juste avant de la franchir, il s'arrêta. « La prochaine fois que quelqu'un me demandera après toi, je dirai que Mario Henao est mort le jour où il a cru que Pablo Escobar était assez bête pour ne pas remarquer qu'on le volait. » Cette phrase tomba comme une sentence. En quelques mots, Pablo venait de le réduire d'allié précieux à symbole de trahison. Il avait transformé 5 ans de loyauté apparente en un avertissement pour tous. Alors que Pablo quittait la pièce sans se retourner, Mario s'effondra sur sa chaise, anéanti. Personne autour de la table n'exprima la moindre compassion. Ce qui dominait, c'était le mépris réservé à ceux qui trahissent la confiance de la famille. La réunion était terminée, mais les mots de Pablo continueraient de résonner dans les couloirs de son empire pendant très longtemps. Mario Henao n'existait plus. Pas physiquement, mais d'une manière encore plus dévastatrice. Il avait été effacé de l'histoire par l'homme qu'il appelait autrefois son frère. Le poids des mots. La salle resta plongée dans un silence sépulcral bien longtemps après le départ de Pablo Escobar. Les 15 hommes les plus puissants du cartel de Medellín gardaient les yeux fixés sur Mario Henao, toujours effondré sur sa chaise, telle une marionnette sans ficelle. Il était presque impossible de croire que, il y a à peine une heure, il était considéré comme le bras droit le plus fiable de Pablo. À présent, il n'était plus qu'une ombre. Gustavo Gaviria fut le premier à bouger. Il se leva calmement, marcha jusqu'à Mario et, avec une froideur chirurgicale, ramassa les documents qu'il avait apportés. « Ces papiers ne te concernent plus, dit-il sans la moindre trace de l'affection d'autrefois. À partir de maintenant, tu es dehors. Plus d'accès à rien. » Un à un, les autres se levèrent et commencèrent à quitter la pièce. Personne ne dit un mot. Aucun regard. Aucune menace. Aucun adieu. L'indifférence, dans cet univers, était pire que n'importe quelle punition physique. Déjà sur le seuil, Jorge Luis Ochoa se retourna une dernière fois vers Mario. « Pendant 5 ans, j'ai cru que tu faisais partie de notre famille, dit-il avec amertume. Et maintenant, je réalise que je ne t'ai jamais vraiment connu. » Gonzalo Rodriguez Gacha fut plus direct. Pablo avait raison. Le pire, ce n'était pas l'argent. C'était de savoir que tu pensais qu'on était des imbéciles. Quand le dernier homme quitta la salle, Mario resta totalement seul. La même pièce qui avait tant de fois été le théâtre de décisions stratégiques, de toasts, de pactes et de victoires, ressemblait désormais à un mausolée. Un tombeau où n'était pas enterré un corps, mais la réputation d'un homme qui avait osé trahir la confiance de Pablo Escobar. Pablo soutint le regard pendant quelques secondes, comme s'il se souvenait de quelque chose de lointain et douloureux. Parce que la mort est rapide, Alvaro. La mort le libérerait du poids de ce qu'il a fait et de ce qu'il a perdu. Il se tourna lentement vers la fontaine, observant le reflet du ciel sur l'eau paisible. Je veux qu'il vive avec la honte. Qu'il se réveille chaque matin en sachant qu'il n'est plus rien. Qu'il marche dans Medellín et sente les regards plantés dans son dos. Qu'il entre dans un restaurant et voit les autres se lever de table. Je veux qu'il porte le stigmate d'avoir été l'homme qui a essayé de tromper Pablo Escobar et qui a échoué. Alvaro acquiesça en silence. Il avait déjà vu son patron ordonner des exécutions sans ciller. Mais cette décision-là, c'était un autre genre de sentence. Plus cruelle, plus définitive. Et une dernière chose, ajouta Pablo avant de reprendre son chemin. Si un jour il tente de se rapprocher à nouveau, s'il ose mentionner mon nom ou celui de cette organisation, alors là oui, agissez. Mais d'ici là, qu'il vive, qu'il porte sa propre mort comme une ombre chaque jour de sa vie. Les pas de Pablo s'évanouirent parmi les allées pavées, tandis que les chants d'oiseaux au loin et le murmure de l'eau étaient les seuls sons qui subsistaient. Mario Henao ne fut pas exécuté. Il fut exilé du monde qu'il avait contribué à bâtir. Et pour un homme comme lui, c'était pire que la mort, parce qu'un mort devient un martyr. Les gens oublient ce qu'il a fait et ne se souviennent que de la façon dont il est mort. Mais un homme détruit publiquement, humilié devant ceux qui l'ont un jour respecté, cet homme devient un avertissement vivant. Pablo sourit avec ce rictus qui glaçait le sang de ses ennemis. Mario Henao va marcher dans les rues de Medellín la tête baissée. Les gens vont le désigner du doigt. Il va chercher du travail, essayer de faire des affaires, et tout le monde se souviendra de lui comme du type qui a volé Pablo Escobar.
Il ne trouvera pas une seule âme qui lui fasse confiance. Et il ajouta, en se dirigeant vers la maison principale. Ça, c'est bien plus lent qu'une balle, et infiniment plus efficace. Dans la salle de conférence, Mario parvint enfin à se lever. Ses jambes tremblaient, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là. Chaque seconde dans cet espace était une torture. Il marcha vers la sortie, mais s'arrêta net en entendant des voix dans le couloir. Il reconnut les rires de plusieurs hommes qui avaient assisté à sa chute. Tu peux croire qu'il pensait que Pablo n'allait rien remarquer? Disait l'un. 6 millions. Répondait un autre. Et le gars croyait qu'avec quelques fausses factures, il allait tromper Pablo. Ce qui me sidère, c'est l'arrogance, ajoutait un troisième. Après avoir vu comment Pablo contrôle chaque centime de cette organisation, les rires transpercèrent Mario comme des lames dans la poitrine. Il n'était plus une personne à leurs yeux. Il était une blague, un exemple, un avertissement. Il attendit qu'il s'éloigne, puis sortit discrètement par une porte latérale menant au parking. Sa Mercedes-Benz était encore là, exactement comme le matin, à l'heure où il nourrissait encore l'espoir de s'en sortir indemne. Il conduisit en silence dans les rues de Medellín. En arrivant chez lui, à El Poblado, une luxueuse demeure achetée avec de l'argent sale, il fut accueilli par sa femme, Carolina Henao, une femme raffinée qui avait vécu 5 années de privilèges en tant qu'épouse du numéro 2 du cartel. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-elle avec un sourire détendu. Mario s'effondra sur le canapé, se couvrit le visage de ses mains et répondit. « Carolina, il faut qu'on parle. » Pendant 1 heure, il lui raconta tout. La fraude, la trahison, l'humiliation publique. À mesure qu'il parlait, l'horreur et l'incrédulité envahissaient le visage de sa femme. « Tu as volé 6 millions de dollars ?» murmura-t-elle à la fin. « J'avais un plan, je comptais tout rendre. »« Un plan ?» hurla Carolina en se levant d'un bond du canapé. « Un plan pour voler Pablo Escobar? Et tu pensais qu'il n'allait rien voir ?» Elle marcha jusqu'à la fenêtre, les yeux remplis de fureur. « Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu n'as pas seulement détruit ta carrière, Mario. Tu as ruiné toute notre vie. La mienne, celle de nos enfants, celle de toute notre famille. Qui voudra encore faire affaire avec nous? Qui osera faire confiance au nom Henao? » Après ça, Mario n'avait pas de réponse. Il ne pouvait que fixer le vide, écrasé par le poids d'avoir ruiné non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tous ceux qu'il avait un jour aimés. Ce soir-là même, l'histoire de sa chute se répandit comme une traînée de poudre à travers toute l'organisation. Les détails de sa confession, de la réunion, et surtout, les dernières paroles de Pablo devinrent légendaires. Dans les bars fréquentés par des sicaires, dans les bureaux des comptables, dans les maisons des membres du cartel, tout le monde répétait ce qui s'était passé. Et tout le monde savait une chose. Mario Henao n'avait pas été exécuté. Mais sa réputation avait été enterrée plus profondément que n'importe quel cadavre. Il n'avait pas été détruit par des balles, ni par des punitions physiques. Il avait été anéanti par quelque chose de bien plus durable. Les mots. « T'as entendu ce que Pablo lui a dit ?» demandaient certains au sein du cartel. Il a dit que, si quelqu'un lui demandait un jour qui est Mario Henao, il répondrait que cet homme est mort le jour où il a cru que Pablo Escobar était assez naïf pour se faire avoir. Cette phrase n'a pas seulement scellé son destin, elle est devenue un mythe. L'histoire de sa trahison passa de simple nouvelle interne à légende, puis de légende à avertissement éternel. Dans les mois suivants, chaque fois que quelqu'un au sein de l'organisation osait envisager de trahir la loyauté, le souvenir de Mario surgissait comme un fantôme. Pas une exécution rapide, mais une condamnation lente, publique et humiliante. Pablo Escobar avait créé quelque chose de rare. Une punition plus cruelle que la mort et, en même temps, plus efficace que n'importe quelle menace. Mario respirait encore, oui, mais dans le seul univers qui comptait, celui du pouvoir, du respect et de l'appartenance, il n'existait plus. 2 semaines après la confrontation finale, Pablo était dans son bureau en train de réviser personnellement les nouveaux protocoles d'audit qu'il avait imposés après le scandale. Alvaro entra en silence, un rapport à la main. Dû à semana de Poido confronto final, Pablo estaba en su escritorio, revisando pessoalmente os novo protocolo de auditoria que havia imposto após o escândalo. Alvaro entrou silencio, comme relatorio na mão. Don Pablo. Comme vous l'aviez prédit, Mario a tenté de trouver du travail dans d'autres organisations. Mais personne ne veut entendre parler de lui. Il a aussi essayé de lancer sa propre entreprise, mais personne ne veut s'y associer. Pablo acquiesça, sans lever les yeux de ses documents. Et l'argent? Nous avons récupéré 4,5 millions, répondit Alvaro. Le reste? Apparemment, il a perdu dans de mauvais investissements, comme il avait dit. Pablo leva enfin les yeux. Faites don de cet argent à des fondations dans les quartiers les plus pauvres.
Si quelque chose de bon peut sortir de cette trahison, que ce soit cela. Il fit une pause, puis fixa Alvaro droit dans les yeux. Tu sais quelle est la différence entre tuer un traître et le détruire devant tout le monde? Non, patron. Quand tu tues quelqu'un, la leçon dure jusqu'à ce que les gens oublient. Mais quand tu détruis une personne avec des mots, quand tu la transformes en un exemple vivant de ce qui arrive à ceux qui trahissent, cette leçon reste gravée à jamais. Un sourire glacial se dessina sur le visage de Pablo, le même que beaucoup craignaient plus qu'une arme chargée. Mario Henao va parcourir Medellín pour le reste de sa vie comme un rappel. Pas de ce que c'est que de voler, mais de ce que signifie tout perdre. Je ne l'ai pas exécuté, Alvaro. Je lui ai enlevé ce qu'il avait de plus précieux, son honneur, son statut, son nom. Dans les années qui suivirent, le nom de Mario Henao ne disparut pas. Il se transforma en symbole. Son histoire était racontée comme un avertissement aux nouveaux venus, répétée lors de réunions privées comme un rappel, murmurée dans les couloirs dès qu'un signe de duplicité apparaissait. Pablo Escobar prouva une fois de plus que son arme la plus puissante n'était ni le sang, ni les millions. C'était sa compréhension profonde de l'esprit humain. Il n'avait pas besoin de sang pour punir. Il suffisait d'une phrase bien placée, d'une humiliation publique et du silence glacial de ceux qui appelaient autrefois le traître frère. Mario Henao a appris de la manière la plus cruelle qu'il existe des fautes qui ne se paient pas avec la vie, mais avec quelque chose d'encore plus précieux. L'impossibilité de retrouver une vie qui vaille la peine d'être vécue.